Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Seb Show dédié à la 21e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit hiatus d'une semaine, donc j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière. J'en suis fort désolé, j'étais à l'extérieur pendant un bout de la semaine. L'autre bout de la semaine a été infernal. Et de toute façon, je vous dirais que je vous rapporte à mon premier vidéo et je vous ai dit, tant que le camp comeback va être, que la twist du camp comeback va être effective, ça va être ennuyant. Dans le sens que on savait pas mal où ce que le jeu allait s'enligner, quel joueur allait être ciblé avec ça. Dès la première semaine, que ce soit Ovi, je vous avais dit Nicole, Cliff, Kimmy, c'était les noms qui étaient facilement éliminables dans les premières semaines. Et qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a eu l'élimination de toutes ces personnes-là, à l'exception, on pourrait dire, de Nicole qui est venue très près d'être éliminée. Il y avait Jessica aussi dans ce tas-là, mais globalement, c'était une twist qui ne fonctionne pas bien. OK? Je dirais pas qu'elle fonctionne pas, je dirais qu'elle fonctionne pas bien. Pour différentes raisons. Puis je veux qu'on commence par ce sujet-là parce que pour moi, ça a été comme une perte de twist dans la saison de Big Brother. Je crois que cette twist-là aurait pu être bien meilleure, aurait pu avoir des impacts beaucoup plus grands dans le jeu. Mais la structure de comment c'était fait a limité ça. Donc, évidemment, quand tu as le sentiment qu'un joueur peut revenir dans le jeu et que tu es Head of Household, bien évidemment, tu veux pas avoir trop de sang sur les mains ou tu veux pas nécessairement être trop détesté par la personne que tu vas éjecter parce que ultimement, cette personne-là va peut-être revenir. Et donc, il faut que tu marches un peu sur des œufs et surtout, il faut que tu essayes d'éliminer quelqu'un soit de très faible, côté compétitif, côté stratégie, ou quelqu'un qui, dans le fond, quelqu'un très faible pour qu'il ne revienne pas, qui va se faire battre par les autres joueurs au camp comeback, ou quelqu'un de très faible socialement, que quand il va revenir dans le jeu, va accepter son sort et il ne fera pas nécessairement de vague pour t'éjecter. Et donc, dans ce cas-ci, peut-être que Kimmy sortait un peu du lot, sauf que Kimmy était comme une outsider. Donc, c'était facile on pourrait dire, de l'encercler dans son coin, de la tapisser dans son coin et de faire comme, même si tu reviens, tu vas être seul au monde. Elle avait un peu Nicole, mais je veux dire, c'était assez limité. Donc, comment il aurait pu améliorer cette twist-là? Ben, en fait, parce que le résultat là, de la twist, on a perdu, je vous dirais, 3 semaines. 3 semaines qui s'est pratiquement rien passé parce que les cibles étaient évidentes. Les gens avaient peur d'éliminer. On l'a vu un peu avec Nick. Nick aurait peut-être fait le move de mettre Jackson et Jack sur les bancs de nomination. Il l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que les deux survivent, ultimement, qu'il y en ait un qui survive et l'autre revienne du camp comeback. Fait qu'il est allé avec une option facile. Et dans le fond, il n'y a pas eu les joueurs qui ont été éliminés du camp comeback n'ont pas fait de vagues. Je veux dire, ils n'ont pas provoqué de choses. Au contraire, ils ont comme été eux aussi mis de côté. Les joueurs ne voulaient pas leur parler de stratégie ou très peu. Il y a eu Cliff qui l'a fait un peu, Nicole qui l'a fait un peu, mais tous les autres joueurs ont mis comme une barrière par rapport à ces joueurs-là. Fait que ces joueurs-là étaient là comme des figurants. On les a pratiquement pas vus. Je veux dire, peut-être un peu David, un peu Kimi, un peu Ovi, mais je veux dire, il était quasi inexistant dans les 3 premières semaines. Donc, en plus que ces 3 semaines-là ont été plates à cause de ça. Au final, le joueur qui revient, c'est Cliff, et Cliff a même pas été au camp comeback. D'une certaine façon, il a pas eu son habit, il a pas subi le fait d'être dans la pièce en haut, il n'y a rien eu. Il n'y a eu aucune conséquence par rapport à Cliff. Donc,
le camp comeback a servi à rien d'autre que de rendre le show plus ennuyant dans les premières semaines. Je dis pas que le show aurait été beaucoup plus éclaté dans les premières semaines, mais on aurait peut-être vu des gens qui auraient tenté des choses. Et ça aurait pu être intéressant. Donc, comment il aurait pu améliorer le camp comeback? Je pense que la première chose, c'est que les gens qui étaient éliminés auraient dû avoir quand même certains pouvoirs décisionnels, que ce soit avec leur vote, que ce soit de participer au veto, que ce soit les deux. Peut-être pas au HOH, je comprends. Le HOH, c'est normal, je pense que ça serait de mise. Mais imaginez-vous l'impact que ça aurait eu de dire, il y a automatiquement un joueur du camp comeback qui peut jouer le veto. Imaginez-vous que quelqu'un comme Ovi ou comme David gagne le veto, ou même Kimi gagne le veto. Imaginez-vous comment que le groupe au pouvoir aurait liché des culs d'une façon intensive pour que la personne qui avait été éliminée utilise le veto à sa façon. Puis tout. Et la personne éliminée, évidemment, aurait eu beau jeu parce que vu qu'elle n'est pas dans le jeu, vu qu'elle ne peut pas être éliminée, elle peut juste faire de la marde rendue là. Et ça aurait été magnifique. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose comme ça. Le vote aussi aurait pu être intéressant de dire que les joueurs conservent le vote. Tant qu'ils sont dans la maison, ils conservent le vote. Donc, on aurait peut-être pu voir l'élimination de Nicole sur Cliff. On aurait peut-être pu voir une réflexion plus poussée de qu'est-ce que le HOH doit faire en calculant, de dire, il y a peut-être 3 votes de plus qui vont se rajouter et je vais peut-être perdre la balance du pouvoir à ce moment-là. Donc, je pense que d'avoir donné, s'ils avaient donné un peu de pouvoir aux joueurs éliminés, ça aurait pu rendre la twist plus intéressante. Malheureusement, vu que les joueurs avaient aucun pouvoir, étaient mis dans leur chambre, que les autres joueurs ne leur parlaient pas, et qu'en plus, aucun de ces joueurs-là est revenu, ben, c'est un gros fail. C'est sérieusement. Puis, il y a eu la même problématique l'année passée avec le BB App Store. Cette année, c'est la même chose. Le Hacker Comp l'année passée. On dirait que Big Brother ne réfléchit pas. La production a de la misère depuis une couple d'années par rapport à ces twists. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas plus loin. Ça me fait penser à certaines twists qu'on a eues à Love Story 6, à Big Brother Québec. Des twists que la production n'a pas réfléchi. C'est pas dit genre, ça peut créer de la merde. Au contraire, ça crée comme un inconfort, mais ça crée pas de la merde. Ça crée pas de situation cataclysmique ou chaotique qui ferait en sorte que, oh boy, ça change complètement la donne à l'intérieur de la maison et que les gens qui sont dans le camp comeback ont un impact sur la stratégie des autres joueurs. Là, à ce moment-là, ça devient intéressant. Et on peut faire un peu le parallèle avec Survivor Edge of Extinction qu'il y a eu. À partir du moment que les joueurs ont su que les autres joueurs pouvaient revenir, l'impact de ce qui pouvait arriver a changé. La dynamique du jeu a changé parce que, d'une certaine façon, ces gens-là peuvent voter pour toi aussi en finale. Ils peuvent avoir une répercussion sur le jeu à long terme. Évidemment, le nombre de joueurs qui étaient impliqués était beaucoup plus grand, donc tu pouvais jouer la statistique. Mais ultimement, c'est quand même quelqu'un qui a été sur l'île de l'extinction qui a gagné le jeu avec Chris Underwood. Donc, dans ce cas-ci, il y avait rien. Je veux dire, Survivor l'a quand même mis en place avec... Je dirais que c'est pas une twist extraordinaire, mais au moins il y avait une répercussion des fois sur l'île. Il y avait des choses à gagner que tu pouvais transférer à des joueurs dans le jeu. Donc, d'avoir été correct envers certains joueurs qui sont éliminés, d'avoir bien joué, d'être respecté par les joueurs sur l'île d'extinction avait un impact sur ton jeu. Ce qui n'était pas le cas ici à Big Brother. Ça a été mal pensé. Je pense que ça a été juste une twist plate qui est morte dans l'œuf, comme beaucoup de twists plates qui ont été mis en place au début de certaines saisons de Big Brother. Comme je dis, ça fait quand même un certain temps qu'il y a toujours cette problématique-là de... Ils essayent de mettre une twist en place, elle fonctionne pas. Et on dirait que ça nuit au show en tant que tel. Parce que, sincèrement, imaginez-vous, là, la semaine passée, que Nick avait pas dans la tête que le camp comeback pouvait survenir. Nick arrive et se dit, OK, j'y vais
je fais ma shot sur Jack et Jackson. Ou Nikki, si vous préférez. Et il fait sa shot pour se rendre compte que finalement, après ça, tout le monde parle contre Nicole, que là, ça fait un gros scramble autour de ça, que là, ça aurait fait beaucoup plus de mal, ça aurait fait beaucoup plus, ça aurait été beaucoup plus explosif comme semaine que de dire, ben écoute, finalement, au départ, c'est Cliff et Jessica. Jessica qui se bat pas, Cliff qui est quand même plus stratégique, qui fait attention à ce qu'il fait, et finalement de se ramasser avec Nicole qui était ultra prévisible. Et bon, le vote a peut-être été moins prévisible avec l'élimination de Cliff, mais ça reste quand même que c'était dans les 3 joueurs qui pouvaient, qui étaient à risque déjà dès la première semaine. Je veux dire, c'était ultra prévisible que ça pouvait être un de ceux-là depuis l'élimination de Kimi, depuis l'élimination d'Ovi. C'était les 5 joueurs qui étaient mis de côté depuis le commencement. Fait que, il n'y a pas grande surprise là. C'est ça qui est un peu plate. Moi, je préfère quand il y a des revirements de situation, puis à ce moment-là, il n'y en a pas eu. Peut-être qu'on va en avoir dans l'avenir, parce que je sais un petit peu ce qui s'en vient, mais pour l'instant, en tout cas, ça a été un petit peu plate de ce côté-là. L'ironie là-dedans, c'est que Nick a mis au balotage 3 personnes cette semaine. Et il n'y a aucun des 3 qui a été éliminé. Pauvre Nick. Tu sais, je veux dire, le gars veut pas se mettre de sang sur les mains. Puis les 3 personnes qui nominent partent pas. c'est être bad le cœur. Je me demande si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Big Brother que le HOH met 3 personnes différentes puis qu'il n'y en a aucun qui parte. Je pense pas que ça soit déjà arrivé, mais... Ou peut-être. Peut-être. Faudrait que je creuse un peu dans ma tête, mais bref. La twist du camp comeback, ça n'a pas fonctionné. Ça a été plate, ça a été ennuyant. Et c'est un gros... ça a probablement plus réconforté la position des Grateful que autre chose à ce stade-ci. On parlait un peu du côté que les joueurs du camp comeback ont été mis de côté. Il y a eu Nicole aussi qui a été mis beaucoup de côté. Et là, mon deuxième sujet pour le vidéo, c'est tout ce qu'il y a eu comme bullying dans le jeu, donc de l'intimidation qu'il y a eu dans le jeu et le monde qui ont écrasé certains joueurs, parce qu'on a vu un peu à la télé, ça a été 100 fois pire sur Internet. Il n'y a pas juste eu de l'intimidation, il y a eu du racisme là-dedans qui a paru sur Internet, sur les vidéos en live. Ça a été coupé évidemment dans le show. Il y a eu des articles aux États-Unis qui ont été faits parce que ça a été comme assez intense sur certains propos, de parler contre les minorités et autres. Et évidemment, on pourrait dire le phénomène contre Nicole qu'il y a eu cette semaine, contre les joueurs du camp comeback. Et je vous dirais, pour moi, l'intimidation dans un jeu comme Big Brother est pas mal si c'est fait de façon stratégique. C'est-à-dire que si ton intimidation, oui, c'est pour affecter le joueur, mais pour avoir le pouvoir sur ce joueur-là, je vous dirais, ou le faire abandonner, ou le faire... Ben, je me dis, écoute, c'est plate, oui, c'est poche, mais d'un autre côté, c'est comme, ça fait partie de la game sociale. Essayer de miner le moral de l'autre et faire en sorte d'avoir un peu plus. Le problème dans la situation actuelle de Big Brother, c'est que ça n'a pas été fait de façon stratégique. Je veux dire, on n'a pas vu, exemple, Bella fait comme, je vais tellement mettre de pression sur Nicole qu'elle va craquer, qu'elle va abandonner, qu'elle va vouloir sacrer son camp. Et moi, je fais une référence un peu, exemple, avec ce que j'avais fait à Lost Story 6. Je mettais de la pression sur certains joueurs. Je faisais un peu, je dirais pas de l'intimidation, mais je piquais certains joueurs. Je pense à Gab, entre autres. Il y a eu Kevin Kyle aussi, qui ont les deux abandonné. Je veux dire, c'était pas de l'intimidation pure, mais je les piquais assez pour que ça lui tape suffisamment ses nerfs que, évidemment, à un moment donné, ça rentre dans la balance de dire je pars dessus parce que l'ambiance est à chier. Et ça a été 2 joueurs qui se sont sortis eux-mêmes parce qu'ils trouvaient l'ambiance trop lourde. Donc, dans cette optique-là, je vous dirais, stratégiquement, ça pourrait être intéressant à voir. C'est pas nécessairement la stratégie la plus élaborée, la plus nice qu'il y a, mais c'est une stratégie.
Le problème ici, c'est que les joueurs du Grateful, principalement, sont des joueurs qui intimident les autres, pas pour aller acquérir le côté stratégique de ça, mais parce qu'ils sont comme ça naturellement. Et ça vient aussi, tous les propos racistes des Grateful dans les premières semaines, qui ont fait en sorte qu'il y a eu un peu un tollé aux États-Unis par rapport à ça. Parce que si on regarde un peu les personnes qui ont été éliminées ou qui ont été à risque depuis le début du jeu, c'est pratiquement tous des minorités. Je veux dire, David, on peut se dire, bon, c'est un peu le jeu du destin qui a fait en sorte que il s'est fait éliminer, mais ça reste quand même, il était une minorité. Kimi, minorité. Après ça, on a vu Ovi, minorité. Après ça, on a eu évidemment Jessica, qui a été nominée plusieurs fois depuis le début de la saison. Minorité aussi. Donc, si Nick n'avait pas gagné le HOH, il y a des grosses chances que Bella aurait pu être éliminée aussi. Donc, c'est comme... Cette saison-ci, la seule personne, on pourrait dire, à part, mettons, que Nicole l'a échappé, tu sais, que tout le monde s'en sont prêts à Nicole à cause de ce qu'elle avait dit, puis Cliff, parce que c'est un peu un outsider côté âge. Mais si tu ne fites pas dans le moule, le Grateful s'en prend à toi, puis t'écrase. Puis c'est pas fait de façon, comme je dis, stratégique. Ils sont comme ça. Et c'est ça qui est un peu weird, c'est un peu déplaisant à voir, c'est malaisant à voir. C'est pour ça aussi qu'ils sont vraiment détestés présentement. Donc, je pense que y a toujours une façon de piquer des joueurs sans nécessairement faire de l'intimidation sur eux, puis avoir, comment je pourrais dire ça, donc, euh, de les dégrader autant. Je pense que de piquer des joueurs pour que eux commettent les erreurs, je l'ai fait exemple avec Mathieu Baron, tu le piques, tu vois jusqu'où, et c'est lui qui commet l'erreur d'embarquer dans ce que tu fais. Je considère pas ça rendu là de l'intimidation, je considère plus que c'est une façon de... C'est un show où ce que le public est impliqué, que la réaction d'un joueur peut faire en sorte de débalancer complètement le jeu. On l'a vu avec Christy qui a été super paranoïaque, je vais revenir là-dessus aussi. Mais si c'est réfléchi, je pense que c'est davantage acceptable. Tu as pensé à ton affaire, tu t'es dit, OK, si je fais ça à cette personne-là, probablement que le résultat va être X, Y, Z. Mais ici, c'est vraiment juste, on vous aime pas, on vous met de côté parce que vous êtes des moins que rien. C'est un peu comme ça que les Grateful ont traité les autres joueurs durant les premières semaines. Et avec un gros manque de respect de juste, vous êtes juste des numéros, on va vous éliminer un après l'autre, puis après ça, on s'éliminera entre nous autres. Donc, c'est raide. Puis quand il y a le côté raciste qui embarque, des propos racistes, c'est encore 100 fois pire parce que, en mon sens, ça n'a pas raison d'être. Je veux dire, rendu là, c'est plus de l'intimidation, c'est des mauvaises valeurs. Puis le problème de Big Brother, puis je comprends un peu cette problématique-là, c'est que Big Brother essaye d'avoir un cast, dans le fond, un échantillon d'individus qui viennent de régions différentes, avec des mentalités différentes. Fait qu'ils essayent de vraiment piger un peu partout. Le X, c'est que tu peux te ramasser dans une situation où tu as des gens qui sont dans des états plus fermés, des endroits où on pourrait dire la progression de l'acceptation des autres prend plus de temps à s'implanter, mettons. Donc, ça fait en sorte que malheureusement, oui, tu as une certaine diversité, mais tu as un risque que ce genre de situation-là déborde et se transforme dans le fond un peu à essayer de trouver des punching bags à l'intérieur de la maison pour faire de l'intimidation, pour faire du racisme, puis pour, dans le fond, écraser quelqu'un. Et malheureusement, c'est que quand tu as des gens qui ont plus de pouvoir, ben, ils s'en prennent à une personne ou à deux personnes et la grande majorité vont suivre parce que l'être humain étant ce qu'il est, il veut pas déplaire au leader, il aime bien se camper dans le côté mouton de la chose
Et ça fait ça. Donc, je vous dirais que les Grateful sont dirigés pas mal par 2-3 personnes, principalement Jack, Christy, Jackson. Les autres suivent jusqu'à maintenant. Dans les premières semaines. On va voir si ça va évoluer d'une autre façon, mais dans les premières semaines, c'est un peu ça. Fait que, évidemment, quand ces personnes-là disent des choses, les autres rient, acceptent, puis ils font comme ah, c'est drôle, puis je l'ai vécu d'une certaine façon dans le Love, autant dans le Love 4 que dans le Love 6. Dans le Love 4, c'était plus la gang à Thomas. Dans le Love 6, évidemment, c'était la gang à Delphine et Mathieu Baron. Fait un ou deux leaders qui a le dessus sur toute sa tribu, puis les autres suivent comme des moutons, puis ils rient aux jokes du leader, votent de la façon que le leader veut qu'ils votent, puis c'est comme ça. Je veux dire, puis malheureusement, c'est comme ça souvent, parce que stratégiquement, c'est pas nécessairement mauvais, en ce sens que souvent, comment que les gens le perçoivent, c'est le leader va être ciblé bien avant moi. Moi, je suis juste un mouton en arrière. Fait que moi, je suis. Puis, c'est le leader qui va prendre le coup éventuellement, qui va se faire nominer ou autre. D'un autre côté, c'est parce que en ne donnant pas tête au leader qui peut avoir des propos déplacés, tu parais comme une marde à la TV. Puis en plus, tu parais comme un mouton à la TV. Fait que t'auras beau te sortir avec 500 000 $ à la fin, si t'as relativement bien joué ton jeu, tu restes quand même une personne exécrable qui est vue comme, on pourrait dire, détestée de tous. Puis je fais une référence ici comme, entre autres, à la saison 6 de Big Brother, où ce que Maggie avait gagné la saison. Puis sa vie après a été un véritable enfer parce que, évidemment, Maggie avait été une bitch, puis elle avait été contre Janelle, Howie, Kaser, puis James. Les quatre Jedi de Big Brother 6, puis c'était elle qui était contre eux autres, puis c'est elle qui a causé le perte, puis ces quatre-là étaient les favoris du public. Parce que c'était du bon monde. Fait que c'est comme... tu te ramasses que oui, ok, t'as ton 500 000 à la fin, mais il n'y a plus personne qui veut entendre parler de toi après. Tu perds des emplois, tu perds... le public taillit bas en bas. Fait que c'est pas nécessairement la meilleure stratégie. Des fois, malheureusement, c'est préférable de perdre, mais d'être aimé du public. Puis on l'a vu un peu surtout Survivor, je crois, parce que Big Brother, ça s'applique un peu moins. Il y a moins de All-Star ou de... Ils ramènent des fois un joueur, deux joueurs, mais c'est plus rare. Mais arrive quand même que, par exemple, dans Survivor, si tu es un favori du public, puis les gens t'aiment, souvent Survivor, la production va essayer de te ramener, va essayer de te donner une autre chance. Fait comme, peut-être que... Puis des fois, c'est préférable d'aller dans cette route-là, puis de rester un favori du public, puis de tenir tête au monde qui sont exécrables, que de gagner ta saison. Fait que dans ce cas-ci, je pense que dans les Hateful, je dirais que Sam, je le considère pas dans les Hateful, moi je le considère comme le 9e, fait que puis je pense que Sam est au courant, puis il voit un peu cette dynamique-là. Je pense que le moins pire de la gang, c'est Tommy. Tommy essaye quand même d'être super positif. On le voit quand il s'en prenait à Nicole, il est allé à serrer. Je pense que Tommy est dans une situation où il sait qu'il est ferme dans son groupe. Il veut pas se mettre de cible dans le dos, mais il se sent coupable de ce qui se passe. Alors que les autres, pas vraiment. Les autres s'en foutent un peu. Fait que ce sujet-là va être intéressant à voir évoluer au fil de la saison. Est-ce que les Hateful vont s'auto-détruire avec ça? Je sais pas encore. Donc, ensuite de ça, l'autre sujet, évidemment, je voulais vous parler de la paranoïa de Christy, qui a failli faire exploser son propre jeu, je veux dire, cette semaine avec... Puis on ne sait pas d'où ce que cette paranoïa-là est sortie. Je veux dire, son analyse du jeu est tellement biaisée. Et je voyais un peu sur les forums de discussion, les gens qui discutaient de sa paranoïa, les gens disaient, écoute, si c'est stratégique sur le coup, parce que quand on le voit live, on peut pas savoir si la personne agit stratégiquement ou non. Donc, stratégiquement, ça pouvait être intéressant.
Pourquoi? Parce que ça pouvait faire en sorte de, si, exemple, elle voulait sécuriser le vote contre Cliff, parce que dans le fond, son but était ça au départ. Donc, de sécuriser le vote contre Cliff, ben, utiliser le Power of Veto faisant en sorte que Nicole se retrouvait au balotage, fait que d'essayer de convaincre Kate de ne pas utiliser le Power of Veto pour s'assurer l'élimination de Cliff avec un semblant de paranoïa, ça peut être super brillant. Sincèrement, c'était quelque chose qui pouvait se jouer. Le problème, c'est que c'est pas stratégique. C'était émotionnel. C'était vraiment une peur qu'elle a eue. Et une peur qui est venue de nulle part. Puis elle n'est pas vraiment très loin dans le jeu. Là. Je veux dire, on est comme à 4e semaine là, qui commence. C'est comme. Imaginez-vous, plus le jeu va avancer, comment, à quel point elle va capoter sa vie. Comment que. Tu sais, si à un moment donné, elle se retrouve contre Tommy en tant que nominée, je sais pas à quel point qu'elle va péter une coche de la mort. J'ai hâte de voir parce que ça peut être super divertissant ou comment qu'elle va paranoïer. Si elle se retrouve en tant que nominée, la paranoïa qui risque de la saisir va être vraiment épique en mon sens parce que elle va avoir un doute de tout ce que les gens disent, du vote, puis tout. Puis on le voyait un peu. Kate a eu le même genre de problématique la première semaine. Mais Christy, c'est fois 1000, là. On dirait que elle invente des choses. Puis elle est tellement comme euh, éprise du pouvoir qu'elle peut avoir qu'elle peut complètement détruire son jeu. Puis on l'a vu dans certaines saisons, autant de Big Brother que de Survivor. Des fois, il y a des gens qui sont pas du tout menacés, mais c'est leur paranoïa qui les détruit. Puis au final, ils font comme, mon Dieu, ben, je savais que j'allais me faire éliminer, mais dans le fond, si on éliminait cet élément-là de paranoïa, le joueur aurait juste pas été éliminé. Puis Christy risque d'être ce genre de joueuse-là qui va paranoïer ou qui va péter des plombs à un moment donné parce qu'elle va avoir le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur la game. Je vous dirais, sans trop vous en dévoiler, que j'espère que ça va arriver cette semaine. J'aimerais beaucoup ça. C'est ce que je watch un peu sur les forums. Pour ceux qui suivent ça, probablement que vous êtes du même avis que moi. Mais si ça se passe pas cette semaine, en tout cas, c'est que partir en mise. On va espérer que ça arrive et qu'elle perde le contrôle du vote, qu'elle perde le contrôle de ses affaires. Et à ce moment-là, bien évidemment, ça va faire en sorte que elle va probablement imploser et toute sa stratégie va écraser d'un coup. Puis on l'a vu cette semaine, à quel point sa stratégie a été brouillon à cause de ses émotions, à cause de toutes les choses qui ont rentré en ligne de compte. Elle a dévoilé, tu sais, qu'elle dévoile son secret, son pouvoir à Tommy. OK, elle le connaît à l'extérieur. Bon, il y a des choses qui sont en lien avec ça. Fait que, OK, peut-être. Elle a une confiance plus grande envers lui parce qu'elle se dit, ben, c'est un bon gars, je le connais de l'extérieur, on a une belle alliance. OK. Mais des fois, il t'en faut un. Mais de le dévoiler aux autres, de commencer à en parler ouvertement, tout, ça a été une mauvaise stratégie. Une très, très mauvaise stratégie parce que là, si son alliance lui demande d'utiliser son pouvoir, ça sera peut-être pas à son avantage à elle. Puis là, elle va se sentir obligée, elle va se sentir encerclée par les autres. De faire comme, non, non, mais là, il faut que tu utilises ton pouvoir pour aider le groupe des Grateful. Puis, je sais pas comment elle va réagir dans ce genre de situation-là. Mais comme je dis, la meilleure situation, ce serait vraiment qu'elle se fasse mettre au balotage et qu'elle perde son pouvoir, qu'elle puisse pas utiliser son pouvoir. Ou que son allié, exemple, Tommy, se fasse mettre au balotage ou en tant que nominé. Là, j'utilise le terme balotage, mais c'est pas vraiment un bon terme pour Big Brother US, mais en tant que nominé, se fasse mettre comme nominé et qu'elle puisse pas le sauver. Ça serait vraiment épique. Ça serait vraiment épique. Sinon, ben, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines? Je pense que, sincèrement, cette semaine est décisive. Dans le sens que je sais un petit peu, bon, comment que ça s'enligne. Évidemment, on n'a pas toute la semaine de fête. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites jusqu'à maintenant dans la semaine qui va commencer à l'épisode de dimanche. Je pense que cet élément-là, ce qui peut se passer à partir de dimanche et dans la semaine qui vient, va vraiment déterminer est-ce que les Grateful vont imploser totalement, est-ce que ça va les solidifier, est-ce qu'ils vont être capables de faire de quoi par rapport à ça, parce que malheureusement, ils sont pas
tant aimé par le public. Et ça, Big Brother reste quand même un peu à l'affût de cet aspect-là, c'est-à-dire que quand il voit qu'une alliance n'est pas trop aimée, il essaye pas nécessairement d'y mettre des bâtons dans les roues, mais il essaye pas de l'aider non plus. Alors que quand il y a des gens qui sont aimés, ben, Big Brother essaye des fois de mettre des petites affaires pour faciliter la vie, je pourrais dire. Fait que j'ai hâte de voir la réaction. Et Big Brother est très, très sévère, je pourrais dire, habituellement sur le côté raciste et des commentaires comme ça. D'habitude, il punit pas les joueurs, mais il les aide vraiment pas. Là. Fait que de ce côté-là, j'ai hâte de voir. Pour les autres, il va falloir que tous ceux qui sont pas dans les Grateful s'enlignent ensemble. Et c'est souvent ça qui est le problème, c'est que quand il y a beaucoup d'outsiders, c'est très rare que les outsiders se joignent ensemble puis sont capables de passer outre l'équipe dominante. Puis dans l'histoire de Big Brother, ça a été toujours très dur de faire ça. Je prends encore là les Sovereign Six dans Big Brother 6 avec Janelle, James. Puis ils se sont rassemblés. Et je vous dirais que si oui s'était pas planté, probablement que les Sovereign auraient pu gagner à la fin. Oui s'est planté malheureusement dans cette saison-là. Il a fait un move de merde qui a fait en sorte qu'ils ont perdu ils ont perdu le contrôle de la game. On l'a vu dans la saison 20 aussi, l'alliance de Tyler qui dominait, sauf que les foutait avec Amy et ces choses-là. Hailey. Je me rappelle plus vraiment les noms. Ou Rockstar ou des choses comme ça. Aurait pu reprendre le contrôle, mais c'est leurs propres erreurs qui lui ont coûté la game, en mon sens. Rockstar qui a parlé de la réponse du veto à Tyler, entre autres. Puis des choses comme ça, c'était comme complètement stupide, en mon sens. C'est ce qui a coûté la game au footé la saison passée. C'est souvent ça qui arrive, c'est que quand c'est un rassemblement, on dirait d'outsiders, il y a toujours quelqu'un qui se plante, il y a toujours quelqu'un qui est pas sûr, il y a toujours quelqu'un... Et ça crée une alliance comme un peu brouillon qui est comme pas capable de prendre vraiment le contrôle de la game. Et c'est ça qui est le risque ici. On risque d'avoir... Parce que même si les Grateful... je disais les Hateful tantôt, mais Hateful, c'est un surnom qu'ils lui donnent des fois sur les forums. Fait que je me mélange, c'est les Grateful. C'est bizarre que j'avais fait cette erreur-là. Puis en plus, je me suis même pas rendu compte. Mais là, quand j'y pense, je suis comme... Ouais, c'est vrai, je les ai appelés les Hateful plus tôt dans la vidéo. Bref. Fait que, parce que c'est comme ça des fois qu'ils les appellent sur les forums de discussion, comme je vous dis, avec tous les commentaires qu'ils ont eu puis les choses qu'ils ont faites. Le nom a changé un petit peu. Mais on va les appeler de façon plus officielle avec les Grateful. Donc, les Grateful, là, le problème, c'est que dès qu'ils vont être attaqués, puis un de leurs joueurs va être éliminé, le nombre va diminuer, mais ça va les renforcer. Et on l'a vu un peu aussi l'année passée avec Tyler. Quand il y a eu certains de leurs joueurs qui ont été éliminés, le noyau se renforçait. Et c'est ce qu'on risque de voir avec les Grateful, c'est-à-dire que le noyau central va se renforcer. C'est très rare qu'on voit l'implosion de ce noyau-là, parce que les gens ont peur de se retrouver en minorité. Dans le fond, ce qui fait que le lien se soude davantage, c'est de conserver une majorité, même s'ils perdent un joueur. Et donc, de ce côté-là, il y a des chances que les Grateful restent soudés ensemble pendant longtemps. Je pense qu'en tout cas, les 6 Grateful risquent, les 6 plus forts des Grateful risquent de rester ensemble à la vie, à la mort. Et là, ça va être les autres joueurs qu'il faut qu'ils se solidifient et qu'ils soient moins brouillons, puis qui éliminent vraiment les Grateful un par un. Et ça prend d'avoir des HOH, ça prend des veto, ça prend de la stratégie en arrière pour essayer de battre l'autre équipe et surtout peut-être de mettre le doute. Je pense que le maillon faible des Grateful, c'est Christy. Christy peut paranoïer sur le fait que sa propre gang peut essayer de l'éliminer, qu'il y a des conspirations contre elle. On l'a vu la semaine passée avec Nick, elle a parti sur une bulle comme ça. Fait que je pense que stratégiquement, il faut que les autres s'enlignent ensemble.
c'est la seule solution pour battre les Grateful, sinon on risque de voir deux Grateful à la fin. Pas deux Grateful, je pense, ultra dominants. Je verrais peut-être Holly, je verrais peut-être Annalise, Kate, peut-être, mais elle fait pas partie vraiment des Grateful, mais il y a des chances qu'elle vote un peu plus pour eux autres, admettons, dans le temps. Mais je pense pas qu'on voit un Jack ou un Jackson. Eux risquent d'être ciblés très vite. Tommy, je pense que Tommy peut se rendre loin. Mais Tommy, c'est le genre de joueur qui peut partir super vite sur une double élimination, entre autres, un double eviction ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai peur qu'on ait une finale de marne de cette saison-ci parce que malheureusement, les joueurs forts risquent de s'en prendre les uns aux autres très vite. J'ai cette impression-là. Mais who knows? Qui sait? Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un peu un résumé depuis le début. Comme je vous dis, de toute façon, c'était le camp comeback. Je considère que les semaines précédentes, ça valait rien. Le jeu commence à partir de là. Et là, on va savoir si on va avoir un jeu excitant ou un jeu de merde pour ce qui reste de toute la saison. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.